Le plus inquiétant dans certaines affaires, ce n'est pas seulement la cruauté, c'est la continuité. Le fait que l'horreur ne surgisse pas seulement, mais qu'elle tienne, qu'elle s'organise, qu'elle répartisse, qu'elle trouve des relais. Dans l'affaire Ilan Halimi, un homme est séquestré pendant 24 jours. 24 jours, ce n'est pas seulement de la violence, c'est du temps, des rôles, des silences. Et autour de lui, des gens qui passent, qui regardent, qui savent assez, puis repartent. Alors non, la vraie question n'est pas seulement qui a fait ça, la vraie question c'est comment assez de regards ont-ils pu cesser ensemble de reconnaître un homme. C'est cela que cet épisode va essayer de comprendre. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'un crime, on va parler d'autre chose, du moment où, autour d'un vivant, la conscience recule et la meute commence. Bienvenue dans Clinique du crime. Aujourd'hui, nous entrons dans l'affaire Ilan Halimi. À travers cet épisode, le gang des barbares, 24 jours, la mécanique de la meute. Un nouvel épisode de la saison 5, du clan à la meute. Janvier 2006, région parisienne. À Bagneux, dans une cité HLM, les immeubles sont serrés, des façades grises, des parkings, des cages d'escalier, des groupes qui traînent, des silhouettes qui montent et qui descendent, des voix qui résonnent. Une vie qui circule, rien d'anormal. Youssouf Fofana est là. Dans le quartier, on le connaît. Il circule beaucoup, il parle vite, il impose un rythme. Il y a toujours quelqu'un autour de lui, un petit noyau. Des jeunes qui gravitent, qui écoutent, qui rient, qui attendent parfois juste un regard, un mot. Il n'a pas besoin de crier pour être suivi. Il suggère, il lance, et les autres complètent. Il donne des directions, des ordres, et le groupe suit. Et dans sa tête, il y a déjà une idée. Pas floue, pas improvisée, une idée précise. Enlever un juif, demander de l'argent, beaucoup d'argent. Il le dit pas comme un projet fragile, comme quelque chose d'évident. Les juifs ont de l'argent. Alors, il commence à chercher. Il ne cherche pas quelqu'un au hasard, il cherche un profil, un homme accessible, approchable, quelqu'un qui ne se méfiera pas. Un jour, il marche dans une rue commerçante, Paris, secteur République, boulevard Voltaire. Des vitrines, des enseignes lumineuses, des passants, des sacs qui frottent, des portes qui s'ouvrent et se referment. Il ralentit devant une boutique de téléphonie. À l'intérieur, lumière blanche, des téléphones alignés sur les murs, un comptoir, un vendeur. Fofana s'arrête, pas longtemps. Il regarde, le vendeur parle, explique, sourit à un client. Fofana observe en silence, puis il lâche à voix basse, lui. Il ne connaît pas encore son nom, mais il a déjà choisi. Il reprend sa marche comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, il rencontre Yalda. Elle a 17 ans, lycéenne, un visage doux, une présence qui accroche, une très jolie fille. Fofana la regarde, un peu plus longtemps que les autres. Puis il dit presque en souriant, « C'est une bête de meuf, elle peut faire des merveilles. » Yalda ne comprend pas vraiment, pas encore. Pour elle, c'est une rencontre, un échange, peut-être une manière d'entrer dans le groupe. Pour lui, c'est déjà clair. Il a une cible, il a besoin d'un appât. Et là, il vient de trouver. Quelques jours plus tard, il revient à la boutique, seul. Même rue, même vitrine, même lumière. Il ne s'arrête presque pas. Il regarde en passant. Le même vendeur. C'est confirmé. Ce sera lui. Et cette fois, il ne rentre pas, il repart. Parce que la prochaine étape, ce ne sera plus lui, ce sera elle. Quelque temps plus tard, Yalda pousse la porte de la boutique. Elle entre doucement, regard qui balaye la pièce, un peu hésitante. Elle s'approche des téléphones, elle en prend un, le retourne dans ses mains, le repose. Ilan s'approche, naturel. Vous cherchez quelque chose? Elle relève les yeux, un léger sourire. Je sais pas trop. Elle parle doucement, elle laisse des petits silences, elle pose une question, puis une autre. Elle reste.
un peu plus longtemps que les autres clients. Ilan explique, montre, s'adapte. Elle écoute, le regarde, un peu plus longtemps que nécessaire. Le temps s'étire, puis presque à la fin, elle glisse. Vous travaillez souvent ici? C'est léger, presque rien, mais ça ouvre. Ilan répond, un silence, puis elle ajoute, on pourrait peut-être se revoir. C'est simple, direct. Ilan hésite à peine, un numéro est donné. Elle le note, un sourire, puis elle sort. La porte se referme. Dehors, l'air est froid. Elle marche quelques mètres. Fofana est là, pas loin. Il attend. Alors, elle le regarde. C'est bon. Un silence. Fofana hoche la tête. Pas de surprise, pas d'excitation, juste une confirmation. Le plan avance. Dans la boutique, Ilan reprend son travail. Rien n'a changé. Et pourtant, quelque chose est déjà lancé. Il y a un numéro, un rendez-vous possible. Et derrière ce rendez-vous, il y a déjà autre chose. Yalda le rappelle assez vite. Une première fois, puis un autre échange. Le ton est léger, simple. Elle propose qu'ils se voient, un soir, à Paris, pour boire un verre. Il en accepte, le rendez-vous est fixé. Le soir venu, ils se retrouvent dans un bar, pas loin de République. Yalda est déjà là quand il arrive. Elle lève les yeux, un sourire. Il s'assoit. Ils discutent du travail, des études, des choses simples. Rien de profond, rien de spectaculaire, mais ça circule. Elle rit, elle relance, elle pose des questions. Ilan se détend, la soirée se passe bien. Les verres se vident, le temps passe sans peser. Il n'y a pas de malaise, pas de tension visible. Au contraire, tout donne l'impression d'un rendez-vous qui fonctionne. Le bar se vide doucement, les voix deviennent plus basses. Yalda regarde l'heure, puis elle relève les yeux vers lui. Je dois rentrer. Est-ce que tu peux m'accompagner? Il en acquiesce. Dans la voiture, la discussion continue bon train. Puis au bout d'un moment, elle lui dit j'habite à Bagneux. Il hoche la tête. La ville change, les rues deviennent plus calmes, les immeubles plus hauts. La voiture ralentit, c'est là. Ils se garent. Devant eux, un immeuble, façade sombre, entrée en retrait. Personne en apparence. Le moteur tourne encore, elle détache sa ceinture, puis elle se tourne vers lui, un léger sourire. Tu veux monter, on peut boire un verre? C'est simple, presque évident. Il en accepte, ils sortent de la voiture, l'air est froid, ils avancent vers l'entrée. Autour d'eux, le silence. Mais derrière ce silence, il y a autre chose. Dans les recoins, dans l'ombre, des silhouettes immobiles. Elles attendent, depuis plusieurs minutes déjà. Elles ne parlent pas, elles ne bougent presque pas. Elles guettent un signal. Yalda s'arrête devant la porte, elle fouille dans son sac, un geste banal. Elle cherche, un peu plus longtemps que nécessaire. Puis elle lâche. Mais où sont mes clés? Un battement, et tout explose. Les silhouettes surgissent de chaque côté. Ça va très vite. Un bras attrape Ilan, un autre le plaque. Il recule. Trop tard. Il comprend. Mais le corps ne suit plus. On le tire, on le force. La porte s'ouvre. L'intérieur avale la scène. Et la nuit, dehors, redevient calme. Comme si rien ne s'était passé. Yalda est déjà en retrait. Elle ne crie pas. Elle ne bouge presque pas. Puis elle disparaît. Et derrière la porte, tout commence. La porte se referme, l'air change. Un couloir étroit, une odeur de renfermé. On le pousse. Avance, il trébuche. Une pièce, un salon, canapé, table basse, télé allumée sans le son. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, il comprend. Des visages, plusieurs visages. Des visages qu'il n'a jamais vus. Il le regarde sans parler. Un silence. Puis quelqu'un dit « Attache-le ». Et à partir de là, ça commence. Bagneux, un appartement, un lieu fermé, peu chauffé, presque vide. Janvier, le froid entre partout. C'est là qu'Ilan Halimi est séquestré, attaché, surveillé, empêché. Et ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement la violence,
c'est sa durée, parce qu'un passage à l'acte peut tenir dans la fulgurance quelques secondes, une explosion, un basculement, mais tenir 24 jours, c'est autre chose. 24 jours, ce n'est plus seulement de la brutalité, c'est une organisation. Très vite, autre chose se met en place. Il faut garder, surveiller, empêcher qu'il bouge, empêcher qu'il parle trop fort, empêcher qu'il sorte, empêcher surtout que la scène s'effondre. Et dès qu'un groupe commence à s'organiser autour de ces tâches, la violence change de nature. Elle n'est plus seulement infligée, elle est administrée. Et à partir de là, chacun peut commencer à se raconter qu'il ne fait que sa part. L'un garde, l'autre passe, un autre apporte quelque chose, un autre surveille un moment, un autre téléphone. Personne pris isolément ne porte tout. Et c'est précisément ce qui permet à l'ensemble de tenir. La responsabilité se fragmente, la conscience aussi. Un groupe violent, le plus souvent, ce n'est pas un bloc homogène, c'est une distribution. Il y a celui qui impulse, celui qui décide, celui qui fixe la direction. Il y a celui qui garde, celui qui exécute sans penser trop loin, celui qui reste au contact du réel le plus cru. Il y a celui qui aide un instant, celui qui passe voir, celui qui comprend assez mais pas assez pour interrompre. Et puis, il y a les périphéries, ceux qui n'attachent pas eux-mêmes, ceux qui ne frappent pas nécessairement, ceux qui ne dirigent rien, mais qui laissent faire, qui facilitent, qui ouvrent, qui hébergent, qui rendent possible. Une meute ne tient pas parce que tout le monde fait la même chose. Elle tient parce que chacun y trouve une place supportable, psychiquement supportable. On ne supporte pas tous de la même manière l'idée d'être un bourreau. En revanche, beaucoup plus d'individus peuvent supporter l'idée de n'être qu'autour. Et parmi ces figures périphériques, il y a celle du gardien. Le gardien d'immeuble. Il ne frappe pas, il ne torture pas, il ne tient pas le premier rôle, mais il prête un appartement. Et ce geste-là oblige à penser une autre forme de participation. Ce n'est pas la participation spectaculaire, c'est une participation logistique, silencieuse, celle qui ne fait pas le crime à elle seule, mais qui lui donne un lieu, une durée, une possibilité. Dans ce type d'affaires, il faut regarder cela en face. On ne participe pas seulement par les coups, on participe aussi par ce qu'on met à disposition du crime. Et psychiquement, c'est souvent là que le sujet se protège le mieux. Il se dit bah, je ne fais rien directement. Moi, je ne suis pas celui qui décide, je prête seulement, j'aide un peu. Mais ces phrases intérieures ne diminuent pas la portée du geste. Elles permettent seulement à la conscience de tenir. Le gardien n'est pas au centre, et pourtant, sans ce lieu, sans cet espace, sans cette possibilité offerte au groupe, l'organisation ne tient pas de la même manière. Il y a des crimes qui ont besoin de violence et d'autres qui ont besoin en plus d'une porte ouverte. Youssouf Fofana, lui, n'est pas toujours là. Et cette donnée est essentielle, parce qu'elle montre que le système ne dépend déjà plus uniquement de sa présence physique. Il impulse, il appelle, il exige, il revient, puis il repart, mais pendant ce temps-là, la séquestration continue. Autrement dit, la violence a commencé à s'autonomiser. Tant qu'un groupe ne tient que par l'œil du chef, on peut croire encore que tout repose sur un seul. Mais quand le chef s'absente et que rien ne s'arrête, alors il faut regarder autrement. Il ne s'agit plus seulement d'emprise, il s'agit d'intégration. Les rôles ont été suffisamment installés, les seuils suffisamment abaissés. Chacun sait maintenant ce qu'il a à faire sans qu'il soit nécessaire de tout redire. Et c'est là que naît vraiment la meute, pas au premier ordre, au moment où l'ordre n'a plus besoin d'être répété. Très vite, la famille entre elle aussi dans le dispositif, par les appels. Fofana appelle quasiment tous les jours la famille. Il demande, il menace, il varie de ton, de somme, de délai. On parle d'argent, de rançon.
d'échanges possibles. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une négociation au sens ordinaire du terme. Une négociation suppose des règles, une visée claire, un minimum de stabilité. Ici, les règles bougent sans cesse. Le montant change, les exigences se déplacent, l'espoir est relancé, puis brisé. La famille est tenue dans un état d'incertitude extrême. La violence ne fera plus simplement un corps captif, elle s'étend, elle circule, elle travaille à distance. Quand tout change sans cesse, quand l'espoir et la menace alternent, le psychisme ne peut plus élaborer, il ne fait plus que tenir. Et pendant ce temps, du côté des ravisseurs, quelque chose se consolide. Ilan n'est plus rencontré comme un homme, il devient un moyen, un levier, un support de pression. Et puis, il y a ceux qui passent. Pas toujours les mêmes, pas toujours longtemps, pas toujours au même degré. Ils entrent, ils voient, ils comprennent assez, puis ils ressortent. Et c'est peut-être là que l'affaire devient humainement la plus difficile à penser. Parce que ces figures-là dérangent davantage que le chef. Le chef, on sait à peu près où le mettre, dans la domination, la violence, la haine. Mais ceux qui passent une fois, ceux qui regardent, ceux qui comprennent, puis repartent vers une existence presque normale, ce sont eux qui obligent à poser la vraie question. À partir de combien de temps, de combien de signes, de combien de proximité avec l'horreur, ne peut-on plus dire qu'on ne savait pas? Dans un groupe, le silence des autres agit comme une autorisation. On regarde comment les autres regardent, on mesure ce qu'ils tolèrent, et peu à peu, on ajuste son propre seuil. Si personne panique, si personne ne nomme l'impensable, alors l'impensable change de statut, il ne disparaît pas, il se normalise. Et c'est là que quelque chose d'essentiel commence. Parce qu'une scène comme celle-là ne tient jamais toute seule. Elle ne tient pas seulement par la peur, ni seulement par la cruauté, elle tient par une mécanique progressive, presque ordinaire dans sa façon de s'installer, et qui finit par rendre l'arrêt presque impossible. Le premier mouvement de cette mécanique, c'est la fragmentation. Rien n'est porté entièrement par une seule personne. Les gestes sont découpés, distribués, éparpillés. L'un attache, l'autre surveille, un autre passe, un autre téléphone. Et parce que chacun ne fait qu'un morceau, personne ne se vit comme celui qui fait tout. Le deuxième mouvement, c'est la dilution. Et cette fois, ce n'est pas seulement une question de répartition, c'est une question de nombre. Parce que faire cela seul, ce n'est pas la même réalité que le faire à plusieurs. À plusieurs, quelque chose change. On n'est plus face à soi-même, on est pris dans un ensemble. On regarde les autres, on s'ajuste. Si personne ne s'arrête, alors peut-être que ce n'est pas le moment de s'arrêter. Si personne ne nomme l'horreur, alors peut-être qu'elle n'a pas besoin d'être nommée. Et peu à peu, la responsabilité glisse. Elle ne disparaît pas, mais elle se déplace, elle se partage, elle se dilue dans le groupe. On se sent moins seul à faire, donc moins seul à porter. Et dans ce mouvement-là, chacun commence à se percevoir autrement, moins comme un auteur et davantage comme un élément parmi tant d'autres. Le troisième mouvement, c'est la normalisation. Ce qui au départ choque cesse progressivement d'interrompre. La violence ne disparaît pas, mais elle change de statut. Elle cesse d'être une rupture, elle devient une situation. Et dans cette situation, la vie continue. Une console allumée, des manettes dans les mains, des parties qui s'enchaînent, on joue, on parle, on rigole parfois, puis on se lève, on change de pièce, et là, il y a Ilan. Puis on revient, on reprend la manette. Et ce passage ne demande plus aucun effort. Et quand quelque chose devient une situation, on ne cherche plus à l'arrêter, on apprend à vivre autour. Et le dernier mouvement, enfin, c'est la désindividuation. On pense moins comme un individu séparé et davantage comme un membre du groupe. On ajuste sa limite sur celle des autres.
On ne se demande plus: «Mais est-ce que c'est acceptable?» On regarde: «Est-ce que ça continue?» Fragmentation, dilution, normalisation, désindividuation. Cliniquement, c'est cela, une meute. Mais une meute ne tient pas seulement par sa structure, elle tient aussi par le temps, par ce qui se répète, par ce qui s'installe, par ce qui peu à peu cesse de faire effraction. Parce qu'à force d'être vu, l'insoutenable change encore de forme. Il ne choque plus de la même manière, il devient habitude. Le premier jour, certaines scènes choquent encore. Le corps contraint, les supplications, la peur visible. Mais la répétition produit un effet terrible. Elle use la réaction. Ce qui aurait dû interrompre devient un décor. Ce qui aurait dû provoquer un sursaut devient une donnée de la situation. L'esprit humain, pour continuer à fonctionner, banalise, émousse, découpe, relègue. Dans un cadre ordinaire, cela permet de survivre à la répétition. Dans un cadre criminel, cela permet le pire. Jour après jour, ce qui devrait rester inacceptable cesse d'apparaître comme un événement. Cela devient l'arrière-plan. Et quand une violence extrême devient un arrière-plan, alors le groupe a franchi un seuil. On ne se demande plus comment arrêter ça, on se demande seulement comment continuer. Les jours passent, un, puis plusieurs, puis assez pour que le temps lui-même change de fonction. Au début, dans une violence collective, il reste parfois quelque chose qui résiste. Un malaise, une hésitation, une seconde de trop. Le sentiment confus qu'on est en train de franchir une limite. Mais si rien n'arrête la scène, alors cette limite ne disparaît pas d'un coup. Elle recule. À ce stade, la question n'est plus seulement qui fait quoi. La vraie question devient qui désormais pourrait encore arrêter. Et la réponse est terrible. Parce qu'à partir du moment où plusieurs personnes ont vu, su, circuler autour de la scène, plus personne ne se vit vraiment comme celui qui pourrait tout interrompre. Plus il y a de témoins impliqués, moins chacun se perçoit comme décisif. Alors chacun se décale d'un cran. Pas moi seul, pas maintenant, pas comme ça, pas à mon niveau. Et ce léger retrait intérieur répété, partagé, banalisé, finit par produire un effet massif. Le moment d'arrêt disparaît. Parce que plus personne ne se sent tenu d'être celui qui cesse la continuité. Ilan est encore là, toujours vivant, toujours présent. Il a un corps, une voix, une douleur, de la fatigue, de la peur. Tout est encore là, en réalité, pour rappeler qu'ils ont affaire à un être humain, quelqu'un qui souffre, qui sent, quelqu'un devant qui, normalement, on s'arrête. Mais dans ce type de bascule, ce n'est pas la présence de l'autre qui protège, c'est la façon dont on continue, ou non, à le voir intérieurement, comme un semblable, comme un autre soi. Et c'est précisément cela qui se défait. L'effacement ne veut pas dire que la victime a disparu, il veut dire qu'elle ne compte plus psychiquement comme une personne à rencontrer. Elle devient un problème, un enjeu, un corps à surveiller, une présence à contenir. Il est encore là, mais plus comme un homme, comme une situation. C'est aussi pour cela qu'à ce stade, le rôle du chef change. Au début, il faut impulser, décider, entraîner, mais plus le groupe s'habitue, moins il est nécessaire de pousser. Le système fonctionne presque de lui-même. Les places sont prises, les seuils sont abaissés, les réactions morales sont devenues trop faibles, trop tardives, trop isolées pour produire une rupture. Le chef n'est plus seulement celui qui ordonne, il est celui qui a rendu l'arrêt de moins en moins probable. Et autour de lui, les autres ont appris à supporter, à contourner, à ne pas formuler, à continuer malgré ce qu'ils savent. C'est cela une meute, pas seulement un groupe qui agit ensemble, un groupe dans lequel interrompre est devenu l'exception et continuer la norme. Un moment où le huis clos ne suffit plus, comme si ce qui s'y est installé devait à un moment être rejeté dehors. Alors il y a un déplacement, un corps qu'on transporte, le dedans s'ouvre enfin sur le dehors. La nuit, l'air froid, l'espace, et tout autour, à nouveau, le monde ordinaire. Les fins revient souvent comme cela.
pas comme un réveil moral, comme une sortie de scène. Ilan est laissé là, près de la voie ferrée, à Sainte-Geneviève-des-Bois, encore vivant, brûlé, déjà presque emporté par tout ce qu'il a subi. Et cette image résume tout. 24 jours pendant lesquels un groupe s'est organisé autour d'un homme vivant. 24 jours pendant lesquels il a fallu des lieux, des relais, des passages, des silences, des présences, des absences, des permissions tacites. Puis, soudain, le dehors réapparaît, mais il revient trop tard. On dirait un chef, un gang, le gang des barbares. Oui, mais cela ne suffit pas, parce qu'une meute ne tient jamais seulement à celui qui lance le mouvement. Elle tient aussi à ceux qui restent dans le mouvement, alors qu'ils pourraient encore s'en extraire, à ceux qui voient et ne requalifient plus ce qu'ils voient, à ceux qui finissent par appeler situation ce qui devrait à chaque seconde leur apparaître comme insupportable, à ceux qui n'ont pas besoin d'approuver pour permettre quand même. Le plus inquiétant dans cette affaire, ce n'est pas seulement qu'un homme est dirigé, c'est qu'autour de lui, d'autres aient appris à ne plus interrompre. Ilan Halimi avait 23 ans. Il est mort le 13 février 2006, après 24 jours de sa castration, 24 jours de torture, 24 jours pendant lesquels il était encore possible pour plusieurs de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un plan, pas d'une affaire, pas d'un rapport de force, mais d'un homme. Et peut-être que c'est cela, au fond, la définition la plus juste d'une meute. Le moment où, autour d'un vivant, assez de regards ont cessé de reconnaître un homme. Merci d'avoir écouté Clinique du Crime. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez vous abonner et laisser une note sur votre plateforme d'écoute. On se retrouve mardi prochain pour la suite de la saison du clan à la meute. À très bientôt.